Merci d'être venu pour Montpellier. Montpellier, rien ne prédestinait cette ville à devenir une ville de cette envergure. Sans passé vraiment industriel, son développement économique actuel suit des trajectoires d'un autre type que les grandes villes traditionnelles. C'est une ville universitaire, scientifique, portée vers l'innovation, et c'est maintenant la 8e ville de France avec un des plus forts taux, la 7e ville de France avec un des plus forts taux de développement démographique. Alors comprendre comment cela a pu se produire, c'est ce que nous allons essayer de voir ce soir. Plus précisément, voir en quoi l'urbanisme a accompagné, a précédé et même ouvert la voie au développement de la ville. Quelle a été cette politique urbaine, ses anticipations, ses incitations et surtout, ce qui est le plus frappant, sa continuité. Un rappel historique depuis les années d'après-guerre nous sera donné par Philippe Capelier qui nous permettra de mesurer l'essor de cette ville dans ces dernières soixantaine d'années. Monsieur le maire Philippe Sorel ensuite situera l'opération de ce soir qui nous sera présentée, l'opération de Port-Marianne, dans la politique générale urbaine de l'époque, avec ses enjeux et ses objectifs. Le projet de Port-Marianne nous sera présenté par Michel Desvignes, qui en était le concepteur avec Christine Danolki. Christophe Pérez, qui est directeur de la CERM et d'une autre société d'ailleurs et sa troisième, nous parlera de l'aménagement de l'opération. Et puis ensuite, Monsieur Sorel, vous qui êtes maire de Montpellier, mais aussi président de l'agglomération Métropole, oui. Vous allez pouvoir nous parler de ces projets actuels qui sont tournés vers véritablement une dimension territoriale. Donc nous allons commencer avec vous, Philippe Capelier. Vous êtes architecte, vous avez été président régional de l'Ordre des architectes, vous êtes un Montpelliérain de longue date et vous allez pouvoir nous faire un historique de la ville et de ce basculement urbain. En fait, une petite précision, parce que je suis nîmois d'origine, et ma venue sur Montpellier pour faire mes études justement d'architecture a correspondu à un basculement politique et culturel, me semble-t-il, de la gestion de cette cité. Et parce qu'on ne peut pas ne pas parler forcément de la prise de la fonction de maire de Georges Frêche. Mais simplement pour vous situer les choses, c'est après-guerre, on l'oublie aujourd'hui, mais la cité active, industrielle, c'était Nîmes plutôt. Il y avait une tradition textile due à la proximité des Cévennes et du verre à soie, donc il y avait des usines de confection, de la bonneterie, il y avait pas mal de forges, de chaudronneries liées aux mines d'Alès. Il y avait bien sûr la vigne, il y avait avec le Baronne l'agriculture, et je me rappelle, il y avait la Libis, une coopérative d'origine américaine qui s'était installée là. Et puis Montpellier, c'était peut-être la petite ville de province universitaire, avec une tradition longue, de longue date du Moyen-Âge de l'université, du droit, de la médecine, une ville un peu plan-plan, si je puis dire, c'est un peu comme on peut imaginer le couple Marseille-Aix entre Nîmes et Montpellier après-guerre. Et puis c'est vrai qu'avec le premier choc pétrolier, avec la guerre du Kippour en 1973, il y a eu vraiment un basculement, une crise totalement profonde, en particulier de l'industrie. Et là où on ne peut pas leur en vouloir aujourd'hui parce qu'on se rend bien compte que c'est compliqué, là où les édiles nîmois campaient sur leur position avec la défense à tout prix d'emplois qui de fait allait disparaître, Montpellier a su faire surgir sa richesse qui est au fond l'université, la recherche, la matière grise. Et c'est vrai que cet élan qui a été porté par Georges Frêche s'est traduit, il y a une volonté de traduire en politique urbaine, en aménagement urbain, une politique générale de la ville. C'est-à-dire que l'urbanisme est à la fois un outil pour transformer la ville, un outil pour l'organiser, un outil pour la développer, mais aussi un outil pour communiquer sa ville.
Et je pense qu'il fait partie des hommes politiques qui ont compris que la communication était essentielle à travers donc les architectes qu'on fait travailler dans sa ville et ce qu'on y fait, à travers la culture qui se développe, à travers aussi les clubs sportifs dont on parle tous les dimanches soirs à la télé selon leurs résultats, qui font que ce message de la ville, qui témoigne de sa qualité, la rend attractive. Et aujourd'hui, on sait qu'à l'ère du tout numérique, l'attractivité est une donnée essentielle pour faire vivre une cité et pour la développer. Alors donc, voilà la ville de Montpellier, avec au centre, on distingue l'écusson, c'est-à-dire la partie médiévale de la ville. On voit une espèce de vert noir, c'est le Lèze. Et à gauche, c'est l'ouest, la direction où, seconde photo, on passe de 1960 à 2017, où on voit que cet écusson, la ville s'est extrêmement développée, hein. Et on voit surtout, on distingue, même si c'est suggéré par cette photo, mais on distingue bien tout ce qui vient se greffer entre la ville et le Lèze. C'est-à-dire que dans cette politique d'aménagement, la mairie de l'époque a privilégié l'axe vers la mer, une croissance de la ville vers la mer. Et ce qui est paradoxal, c'est que le lien entre la ville et le quartier populaire de la Paillade qu'on voit sur la gauche de la photo, en haut à gauche, a été plutôt, étrangement, une préoccupation du département qui, à travers son nouveau siège, qui, à travers, par la suite, Pierre-Vive, a eu une volonté peut-être de liaisonner la ville de Montpellier avec sa banlieue, tandis que, de notre côté, il y avait une croissance qui était plus voulue par Georges Frêche à l'époque. Et c'est vrai que pour ce faire, il y a eu quand même une leçon à Montpellier, je ne dis pas ça par un esprit de clocher, mais une espèce de prévision des choses, de préparation des choses qui font que ceux qui se réalisent aujourd'hui et se renouvellent, bien sûr, hein, on n'est pas... Mais c'est vrai qu'a pu être porté par le fait qu'il y a eu des maîtrises de foncier, qu'il y a eu des quartiers qui ont été organisés. Monsieur Christophe Pérez nous parlera des actes qui permettent de gérer comme ça de nouvelles entités urbaines. Il y a eu aussi le fait d'amener vers Montpellier des grands créateurs, des grands noms de l'architecture. Hein, Ricardo Bofill d'abord, qui à l'époque était venu en France grâce à Valéry Giscard d'Estaing. Mais donc Ricardo Bofill qui a su faire parler du quartier Antigone qu'il a créé de toutes pièces à l'est de Montpellier, entre le centre de Montpellier et le Lèze. Et puis il y a eu d'autres, il y a eu Claude Vasconi, il y a eu Jean Nouvel, il y a des architectes étrangers, parmi lesquels Maximiliano Fuxas, parmi, je pense à Farid Moussavi, et plus récemment, Sou Fujimoto. Donc il y a bien une cohérence de Montpellier. Je pense que Montpellier n'est pas la seule ville comme ça à avoir cette volonté de cohérence urbaine de grande date. Je pense à des villes comme Bordeaux, comme Nantes, moins des villes comme Marseille ou Toulouse, même si aujourd'hui ils essaient de rattraper leur retard. Mais donc il y a une espèce de strate, de structure, de trame qui permet, me semble-t-il, à la ville de continuer son développement. Merci beaucoup. Vous voulez, Monsieur Sorel, reprendre les choses en nous parlant de cette opération, resituant l'opération dans l'ensemble de la politique urbaine de Port-Marianne? C'est pas un peu sauter du coq à l'âne? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Vous voulez parler de quoi? Non, mais je voudrais poursuivre dans la présentation de la ville. Parce que tout à l'heure, vous avez fait 2 lapsus révélateurs. Vous n'avez pas fait exprès, bien entendu. Mais notamment, vous avez dit Montpellier 8e, alors que nous sommes 7e, etc. C'est 2 petits détails. Mais c'est la place dans l'inconscient collectif qu'occupait Montpellier. En effet, Montpellier se situe entre 2 grandes métropoles. Toulouse, à l'ouest, et Marseille à l'est. Bien difficile d'exister sur 400 km, un peu moins de 400 km pour 3 grandes villes. Donc nous avons un peu une mentalité de survivor. Il faut bien comprendre ça. Parce que c'est ceux qui déterminent
l'ensemble de l'action politique et de l'action publique. Je vous donne un exemple. Lors de la dernière réforme territoriale, Montpellier était capitale régionale du Languedoc-Roussillon. Elle n'était pas dans les 14 métropoles que prévoyait la loi MATPAM. Ce qui veut dire que si nous n'avions pas construit de façon démocratique la métropole, aujourd'hui, nous ne serions pas métropole et nous ne serions plus capitale régionale. Perdant, perdant. Et dans la grande région Occitanie, ne régnerait en maître qu'une seule grande ville, Toulouse. Il a donc fallu construire la métropole de façon démocratique, par la voie démocratique, parce qu'elle n'était pas construite par la voie législative. Et ce phénomène se répète dans l'histoire depuis longtemps. Le combat pour la capitale administrative du Languedoc entre Toulouse et Montpellier est un combat connu historiquement, depuis le Moyen-Âge. La volonté du rapport de la Datar, écrit par Jean-Louis Guigou, expliquait que Montpellier finalement n'était pas nécessaire avec ses hôpitaux, ses universités, entre deux grands centres que sont Toulouse et Marseille. L'histoire se répète indéfiniment. Nous n'avions pas amorcé le virage de la révolution industrielle, nous n'avions pas l'Oncopole ni Airbus. Donc comment faire pour exister? C'est ça la question. Comment faire qu'aujourd'hui, cette ville vient de passer en termes de démographie devant Strasbourg, et comment faire pour que cette métropole soit aujourd'hui qualifiée de la métropole la plus attractive au niveau national? Eh bien, c'est parce que les maires successifs, les acteurs économiques successifs, publics, privés, se sont arc-boutés sur les qualités même intrinsèques du territoire, les ont fait briller et essaient tous les jours de les porter à un niveau supérieur. Mais jamais nous ne pourrions arriver à faire cela si, d'emblée, dans la prévision, et je rejoins vos propos, qu'ont eu l'ensemble des acteurs et des décideurs, nous n'avions eu une politique foncière qui puisse nous le permettre. Parce que pas de politique foncière, niette pour l'urbanisme. On est bien clair. Si, avant d'aménager une ville, vous êtes obligé de passer par les fourches caudines des marchands de biens, des agents immobiliers, des propriétaires qui spéculent et des promoteurs qui tirent le maximum de bénéfices, vous n'avez pas, vous, acteurs politiques, la possibilité de donner une inclination particulière à l'avenir de la ville, en termes d'aménagement, et donc d'économie, et donc de bien vivre ensemble. C'est pour cela que Montpellier a été sauvé par l'homme qui a construit le master plan de Montpellier et qui en a déterminé les grands axes de sa politique foncière, c'est-à-dire Raymond Dugrand, ancien résistant, communiste, qui a appliqué un certain nombre de règles importantes pour pouvoir, de façon courageuse, positionner des zonages qui ont empêché les propriétaires de pouvoir vendre et donc qui ont réservé pour la ville et pour sa future expansion des hectares et des hectares de terrain à bâtir en zone dite AU0, c'est-à-dire en urbanisation future. C'est donc avant tout le développement de Montpellier contemporain, un acte de courage politique de ceux qui ont accepté de perdre quelques voix pour préserver des terres qui appartenaient à des propriétaires particuliers et pour les restituer ensuite grâce aux outils que nous disposons, dont nous disposons, pour l'aménagement public et pour la création des ZAC, qui sont l'un des outils d'aménagement qui est le plus utilisé à Montpellier, même si aujourd'hui, évidemment, nous prêtons au renouvellement urbain et au réinvestissement urbain.
Contrairement aux autres grandes villes, Montpellier n'a pas d'agence d'urbanisme. Montpellier a un service urbanisme. C'est pas pareil. C'est en régie directe. Contrairement à d'autres villes, tous les projets passent dans un groupe de travail que je préside, que j'ai présidé pendant 7 ans quand j'étais adjoint à l'urbanisme et que je continue à présider aujourd'hui en tant que maire. Tous les projets. Même la petite baraquette au fond du jardin qu'on détruit parce qu'elle a été construite illégalement. Tous les projets. Et cette perception fine de l'aménagement, elle nous permet à d'autres endroits d'avoir plus de liberté. Le quartier Port-Marianne, il me fallait cette grande phrase de transition, pardonnez-moi. Oui. Ça va aller le coup, oui. Ça va aller plus vite. Le quartier Port-Marianne est l'un des fleurons qui démontre la politique foncière très offensive qu'ont eu Raymond Dugrand sous la mandature de Georges Frêche. Et c'est Michel Desvignes qui en a assuré, il y a entre 25 et 30 ans, toute la vision sur la trame verte. Mais pour parler de trame verte, de trame bleue et d'urbanisme, il faut encore être capable d'aménager soi-même le sol. S'il ne nous appartient pas, c'est très compliqué. Ce sont des procédures sans arrêt qui ralentissent les projets et l'aménagement urbain. Deuxième avantage de la politique foncière, c'est que lorsque vous gelez un certain nombre de terrains, vous les estimez à une valeur qui est modique, au détriment des propriétaires. Oui, mais c'est là qu'est l'acte courageux politique. Mais ensuite, vous les restituez à des promoteurs et avec le GAP, vous créez de l'espace public aménagé, vous financez les écoles, vous financez les terrains de sport, et ainsi, la ville continue à s'étendre. Ce que vous verrez aujourd'hui de Montpellier ne vous laissera pas présager de la suite, parce que nous possédons encore, par cette prévision, 20 ans de réserves foncières disponibles. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Michel Desvignes, vous voulez nous parler un peu plus nous parler de votre projet de Port-Marianne, mais un petit peu sur sa durée, pour qu'on situe bien le début et sa prolongation. Oui, alors, parce que je crois qu'il a commencé en 91. Oui. Alors, je vous propose, peut-être je vais me lever parce qu'il faut que je voie mes images, sinon je ne sais pas quoi dire. Ça oui, peut-être. Oui, donc moi je vais vous montrer une contribution à cette politique urbaine, seulement une contribution, et je dois dire aussi que c'est un travail commun avec la paysagiste Christine Dalnocchi, qui n'a pas pu être présente, et qui est co-auteur de l'ensemble de ce que je vais montrer ici à Montpellier. C'est important de le rappeler. Alors évidemment, c'est un temps long, puisqu'on parle de 27 ans de mission, et ça ne... Je crois que s'adressant aussi à des amateurs d'architecture, ça évoque beaucoup de sujets. Naturellement, cette maîtrise du temps nous oblige à prendre beaucoup de recul sur ce qui tient, sur ce qui ne tient pas, sur ce qui a un effet. Bon, je vous propose qu'on le voit tout de suite. Alors, donc on va parler tout d'abord d'une première mission en 1991, qui est l'aménagement de l'entrée de la ville. Alors si je suis trop long, d'ailleurs vous me couperez, parce que ça peut être infini. Donc c'est avenue Mendès France. Alors plusieurs choses à dire. Ce plan correspond à peu près à 5 km, je crois, de côté, enfin de côté en bas. En rouge, vous verrez à chaque fois sur ce plan, je repérerai les projets dont il s'agit. Ce plan est un plan justement tracé principalement par Beaufil. C'est un plan qui nous était donné. Et en aucun cas, il ne s'agissait, compte tenu de la politique foncière qui vient d'être présentée, de remettre en cause ce plan. Je dois avouer qu'il y a 27 ans, ce n'est pas forcément un plan qu'on aurait dessiné. Mais la règle du jeu était que strictement on s'inscrit dans le plan masse et qu'on joue avec. Et ceci est très important aussi pour nous tous, parce que c'est un plan qui a 27 ans, qui a évolué
et ça permet de prendre du recul justement sur la qualité, sur la valeur des impondérables de ce qui tient dans ce plan-là. Alors, je commence tout de même par Mendes France. Au fond, nous étions très jeunes avec Christine Lenlocki, c'était un des premiers projets que nous faisions, et il s'agit tout de même de 3 km de long. Alors, j'aurai quelques anecdotes nécessairement. En 90, c'est justement l'avènement de ce phénomène des entrées de ville, dont on souffre toujours, et on doit se rappeler que c'est une loi, enfin c'est une série de phénomènes quand même. La décentralisation a permis à des élus de faire des choix, mais aussi c'est la période où le maillage autoroutier a été doublé, s'accompagnant du doublement des péages, et c'est entre ces nombreux péages et les centres-villes que se sont créées ces zones de chalandise, ces grands centres commerciaux dont on continue à apprécier la qualité. Et donc la question qui nous était posée, c'est d'aménager l'une de ces entrées de ville par le doublement de l'accès et par son aménagement. Et justement, par rapport à ces entrées de ville qu'on voyait venir, la proposition était d'en faire un paysage, c'était la commande d'ailleurs, et on a convaincu Georges Frêche à l'époque en lui disant on ne va pas raisonner en longueur mais en temps. Une entrée de ville comme celle-là, à 60 km/h, ce qui est rare à Montpellier, mais disons pour les lents, c'était 3 minutes. Et on a dit en 3 minutes, c'est une seule chose. Comme d'ailleurs dans la Petite Camargue, c'était une unité de temps de paysage. Et on lui a proposé un paysage unique, 14 000 pins parasols, une seule chose. Et il a eu, je dirais, l'audace, parce que c'était vraiment pas à l'usage. Au contraire, on aurait eu classiquement une série de séquences, une diversité, des cadrages, on aurait été au service de la zone commerciale, et bien au contraire, et Raymond Dugrand était un acte, je pense, aussi important dans cette décision, on a dit c'est une unité de géographie qu'on fabrique, bien que nous ne disposions que de quelques dizaines de mètres de largeur. Alors je vais vite, et justement, l'idée a été d'imaginer que bien que nous travaillions sur quelques lanières, en travaillant comme dans les coulisses d'un théâtre, on pouvait donner de la profondeur de champ, pas tant pour ceux qui circulent que pour ceux qui vivent de part et d'autre. Donner la perception d'un véritable paysage en travaillant sur des lanières. Alors je montre ces dessins de concours qui ont 27 ans, ils étaient assez sommaires, mais effectivement on a imaginé des lanières et 14 000 pins parasols. Et voilà des images d'il y a 27 ans. Très simple, voilà. 14 000 pins parasols, jeunes, presque illisibles, le long de ce boulevard, de cette avenue. Et très franchement, c'est assez exemplaire aussi pour ce choix, ce courage dans l'avenir, cette immense simplicité dans l'écriture. Et j'en suis extrêmement reconnaissant, encore une fois, Georges Frêche et Raymond Dugrand, d'avoir eu ce courage de cette simplicité. Et puis aussi la capacité d'action. C'est-à-dire qu'une pépinière publique, la Compagnie du Barreau était à vendre, elle a été achetée par la ville et ces arbres ont été mis en place. Et c'est une opération d'une grande évidence, grande simplicité et grand succès. Alors aujourd'hui, je vais vite, il n'y a pas grand-chose à en dire. J'oublie de dire quand même qu'on a installé 2 fois 2 voies là où il n'y avait que 2 voies. Ceci s'est fait non pas parce qu'il y avait les entrées de ville, il y avait aussi les boulevards urbains. J'en profite pour évoquer les stéréotypes. Et à l'époque, on a dit non, c'est pas un boulevard urbain, c'est plutôt, et j'ignorais que ça existait à l'époque, un parkway. Maintenant, je connais mieux les États-Unis, mais donc ce n'était pas du tout la typologie du moment. Donc ces 2 voies, nous les avons écartées autant que possible, de sorte à ce que ces plantations existent et de sorte à installer ces coulisses. Alors aujourd'hui, ça a poussé. En photo, ça donne rien, à vrai dire. C'est trop jeune, c'est-à-dire 27 ans, c'est long pour un homme, mais c'est extrêmement court pour une ville. Cependant, je crois que la population s'est appropriée d'emblée ce projet et qu'il est lisible. Alors je vais vite. Nous étions jeunes, encore une fois, Christine Lenlocki est assez gonflée, et un jour à l'hôtel de ville, regardant par la fenêtre avec Georges Frêche, je lui dis « Mais vous, monsieur le maire, vous avez la possibilité de dessiner le paysage autour de votre ville, parce que nous souffrions tous non seulement des centres commerciaux, mais des développements périurbains. L'étalement urbain n'est pas une chose récente, c'était parti. » Et donc, on a dit ça d'une manière très gonflée à Georges Frêche. Et quelques semaines après, votre prédécesseur à la Serme nous appelle en disant « allez-y ». Et on était assez ennuyés, évidemment, ne sachant pas du tout comment on pouvait faire une chose pareille. Et voilà le résultat. Donc, il y a 25 ans à peu près pour ce dessin, toujours dans les traces
de ce plan masse, encore une fois que pour des raisons foncières, il ne s'agissait pas de toucher, on a donné une règle du jeu excessivement simple. Planter beaucoup, et planter beaucoup selon deux directions. Lorsqu'on est est-ouest, ce sont des alignements avec une palette correspondante, et ça correspond à la campagne autour de Montpellier. Lorsqu'on est nord-sud, ça correspond plutôt aux rivières, et ça correspond à une palette spécifique. Le carré, vous voyez ici, fait 1 km dans ce plan, et il faut avouer que, fidèlement, systématiquement, pendant plus de 25 ans, la ville de Montpellier, dans son développement est, a appliqué cette règle du jeu partout. Et si le plan est discutable, cette règle systématiquement appliquée donne aujourd'hui un résultat tangible. Effectivement, quand on se promène dans Port-Marianne, il y a une cohérence. Et cette cohérence, je crois, est fortement liée à cette procédure toute simple, très physique, qui a été appliquée. Et je trouve que c'est une leçon pour nos métiers où parfois les réglementations sont surabondantes, pas toujours opérantes, alors que là, votre système foncier et cette règle du jeu paysagère contribuent, je crois, à ce sentiment de grande cohérence de l'Est montpelliérain. Alors, je passe les détails. Alors, ça se voit partout. Par exemple, une avenue a été plantée selon ces règles du jeu. Je montre un des parcs le long du Lèze, fait avec l'architecte Adrien Finsilbert. Avec beaucoup de modestie, ça a été fait au départ comme une pépinière. Il y avait peu de moyens. Quelques milliers d'arbres ont été plantés, avec d'ailleurs une règle bête, des lignes dans le sens est-ouest, de nouveau, et une sorte d'aléa dans le sens nord-sud, de sorte que ces arbres ne sont pas à rythme continu. Alors ça a l'air bête, mais quelques années plus tard, en effet, ce jeune boisement a l'air tout à fait naturaliste, il y aura des sélections qui vont se faire, et puis, dans une direction seulement, on comprend que ce sont des alignements qui prolongent le quartier vers le Lèze. La règle du jeu, même dans la matière, est visible. Et c'est vrai que c'est relativement modeste finalement, mais touchant de voir ce temps qui passe, cette gestion de la matière patiente. Une place dans le même quartier où les pins commencent à pousser, et ceux-ci n'étaient pas sur une géométrie. Et puis je passe peut-être à l'exemple le plus intéressant, alors je dois être très très long, donc le parc Charpak. Et alors, au centre dispositif existe un parc, mais ce parc avant tout est un réservoir hydraulique. C'est un lieu qui était autrefois dangereux en termes d'inondation. Un des premiers gestes au-delà de la maîtrise foncière a été l'aménagement de toute une série de très grands bassins pour éviter les inondations. Donc ce parc a comme fondement la nécessité d'avoir un bassin et quelques plantations. Au départ, alors vous allez voir, c'est presque un cartoon, ça bouge beaucoup sur 25 ans. Donc un bassin, des plantations, mais presque une préfiguration. Et je passe vite, on voit des stades successifs de ces plantations, on se repose des questions régulièrement, je ne vais pas détailler chacun de ces stades, on se réinterroge régulièrement, et je vous montre maintenant des images en les commentant. Ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas un parc qui a été dessiné en une fois, c'est un parc sur lequel nous revenons régulièrement à votre demande, et finalement il est conçu comme une stratification. Topographie d'abord, on fait un creux, masse forestière, ajout de structures, puis des chemins, puis un aménagement du sol, et progressivement des équipements. C'est tout l'inverse de parcs où tout est fait, d'abord les objets en général, et où finalement on a un bébé parc peu présent, dont on attend la croissance, et lorsqu'il est déjà vu, évidemment, quand il est grand, ces objets sont datés. Inversement, c'est presque une mini-campagne, c'est presque une mini-exploitation agricole, où régulièrement on reprend ce sol, on reprend ces plantations, on modifie, un peu comme on le fait dans un jardin privé. Et je dois dire que là aussi, c'est une expérience, je crois, relativement unique, où un commanditaire public, sur 25 ans, gère la conception progressive d'un lieu, et nous réagissons ensemble régulièrement à ce qu'il est, à sa réalité physique, à son évolution. Ça a eu, je dois dire, dans ma pratique, une énorme influence. C'est ce que nous revendiquons systématiquement dans nos grands projets. Je salue la présence de Françoise Fromenot, avec qui on rédige un livre en ce moment, où on essaye de décrypter justement ces mécanismes sur les grands territoires. C'est tout l'inverse d'un plan dont on fait les pièces une par une. C'est vraiment un travail stratifié dans le temps. Alors du coup, qu'est-ce qu'on voit sur ces images ? Une campagne, quelques jeunes alignements, la maîtrise des talus justement pour ce bassin. Devant nous, on a un bassin, ces talus, quelques jeunes plantations.
je commente même pas, ça ressemble pas à un parc, ça ressemble un peu à une pépinière, ça ressemble à un morceau de campagne, et c'est exactement ce qu'on revendique. Moi, j'aime beaucoup ces images qui ont une quinzaine d'années, des prairies, des arbres, c'est presque une campagne en ville. Et j'ai l'impression, monsieur le maire, que les gens comprennent cela, le ressentent. Il n'y a pas de frustration, même si ça ne ressemble pas à l'attendu d'un parc. C'est arrivé dans une récente réunion publique où on était ensemble, où quelqu'un a dit « mais c'est quoi votre truc ?» J'espère l'avoir convaincu de la même chose que ce soir. Donc ça ne ressemble pas à un parc, en effet. C'est un morceau de campagne en ville que l'on cultive progressivement. Et où tout de même les gens commencent à s'installer sérieusement. Alors justement, récemment, ces boisements ne nous suffisent pas. On pense que pendant un certain temps, peut-être 20 ans, il est nécessaire d'ajouter une structure pour qu'on se repère dans cet espace du centre. Et vous avez accepté qu'on rajoute justement ces lignes de peupliers comme il en existe dans ces fameuses haies brise-vent du sud-est, enfin du sud, où en effet il y a à la fois des haies de peupliers et des cyprès. Ces peupliers sont temporaires, ils sont là pour assurer une présence physique sur une durée limitée. Alors très jeune, encore une fois. Là, on comprend d'ailleurs par quelques chemins qui commencent à se créer. Ces chemins surplombent justement la partie inondable. Les quartiers, dans le même temps, se construisent aux alentours. Donc l'équipe d'Architecture Studio a bâti un quartier très important, alors que ce parc préexistait. Des chemins apparaissent, on complète les plantations cette année encore. Voilà, je n'en dis pas plus, mais j'aime énormément le travail de ce parc et cette relative indétermination avec laquelle nous vivons. On n'a pas peur, à Montpellier, me semble-t-il, de l'avenir. Alors, bon, je crois que c'est très long. Mais Jardin de la Lironde, c'est un projet, bien sûr, avec Christiane de Porzampar, un quartier relativement exceptionnel, je pense, qui se situe dans la même zone. Alors, c'est le rouge. À chaque fois que je vous parle d'un endroit, c'est le rouge sur le plan. Et Jardin de la Lironde, c'est un quartier inspiré de Bastide et qui s'inscrit avec une certaine délicatesse et précision en tout cas, dans cette campagne préexistante que nous ne faisons que amplifier, renforcer. Alors justement, il y a sur cette image du foncé et du clair qui correspondent justement à ce qu'on a ajouté. C'est vraiment un processus de transformation. Ce n'est pas un quartier qui s'impose dans une campagne, c'est une campagne amplifiée, c'est un paysage amplifié dans lequel s'installent des quartiers. Et je ne commente pas, au fond, voilà les images aujourd'hui. Alors peut-être a-t-on bien choisi les points de vue, mais ça me semble marcher pas trop mal. Moi j'aime beaucoup ce chemin, qui est un mélange, encore une fois, d'une campagne qui préexiste et qu'on transforme, et ce quartier de grande densité, cependant. Je crois que c'est une grande densité, Port-Marianne. Et ça s'inscrit dans cette campagne renforcée d'une manière que je trouve extrêmement intéressante. On a proposé à Bordeaux, avec de Porzampar, de développer ça, n'a pas marché. Bon, je ne commande pas trop. Dernier petit projet, je crois que vous l'évoquerez plus tard, mais dans le quartier Saint-Roch, plus au centre, au fond, on applique ce qu'on a appris à faire ensemble. Il s'agissait de faire un grand bassin de retenue d'eau et on en fait un parc. C'est un petit parc près de la gare. L'urbaniste, c'est Paul Chemetov. C'est un projet qui n'est pas tout jeune non plus. Et il y a d'abord la création d'un très grand bassin. Et autour de ce bassin, avec ce bassin, on aménage ça. Alors par exemple, là, on passe dans le creux quand il n'y a pas d'eau. Il y a des cheminements. Enfin, je ne le commente pas, c'est un parc, voilà, très simple. Des glacis, des grandes pentes, des arbres. Mais ce qui me fascine, moi, c'est l'idée que l'eau ici va venir par le bas, puisque c'est une résurgence en période de grande crue qui aura lieu dans ce bassin. Donc voilà l'image en période sèche, et l'idée c'est d'en faire un lieu assez mystérieux, c'est un enrochement dans lequel on circule. Donc voilà ce bassin sec, on regarde ce paysage pratiquement, et voilà le bassin plein. Et donc c'est la même logique en plus petit, naturellement, on combine des usages, des nécessités hydrauliques, des nécessités environnementales pour fabriquer un paysage. Et la cohérence, c'est cela. Le paysage est le produit de la maîtrise de ses besoins, de ses nécessités. Ici, c'est à petite échelle, on l'a vu tout à l'heure, à beaucoup plus grande échelle. Voilà. Merci beaucoup. On va pouvoir continuer avec vous, Christian Pérez, parce que à partir de ce paysage
préexistant. Vous allez pouvoir nous parler du quartier et de l'aménagement qui s'en est suivi, peut-être. Ouais. Effectivement, les belles images que vous montrez montrent un paysage extrêmement fort. En réalité, autour de tout ça, alors c'est 400 hectares. Très précisément, on va se trouver de... Voilà, ça marche pas. Ça m'arrête de parler de ça. Monsieur le maire, je vous laisserai là-dessus. Je vais parler du quartier parce qu'après il y a Montpellier Territoire. On parle de Montpellier Territoire, je vais vous parler de quartier plutôt. C'est peut-être plus intéressant dans la continuité. On parlera du territoire dans la continuité. Mais pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire, effectivement, il y a une vision extrêmement longue qui a permis d'aménager la ville autrement autour d'un très beau parc. Et en réalité, ce que nous avons fait, ce qui a été fait à Montpellier, c'est un très grand lieu d'intensité. Ce qu'on ne voit pas dans les images que vous avez là, mais sur le parc, sur Port-Marianne, vous avez ces 400 hectares, 15 000 logements, près un quartier de 50 000 habitants, ce qui est très considérable. Si tu peux, il faut arriver là, si tu veux bien. Voilà, c'est sur celui-là. Avec un effet de résilience très important, ces parcs, vous venez très bien de le dire, c'est que ces parcs ils permettent aussi de donner des réponses à la problématique des inondations. Tous les ans à Montpellier, une fois par an, on a ce qu'on appelle les épisodes Cévenol, qui font que notre territoire est inondé, et donc il était important à cet endroit-là, avec le Lez, ce trait bleu qui amène Montpellier vers la mer, puisque ce projet de Port-Marianne s'est lancé il y a fort longtemps, dans les années 60, dans les années 80, c'est de projeter progressivement Montpellier vers la mer, avec la création d'une ville qui se projette, qui est une ville nouvelle en réalité, dans la continuité de la ville ancienne. Eh bien, ce trait vert, ce trait bleu le long du Lez qui a été réalisé avec ce grand quartier de Port-Marianne, avec ces grands espaces paysagers, sont avant tout des espaces hydrauliques qui permettent d'assurer la construction tout autour. Et là où d'autres villes faisaient de l'étalement urbain, là, à Montpellier, le projet était tout à fait différent, c'est de faire de l'intensité avec une forte densité, des bâtiments qui sont relativement hauts, avec du R+8 et R+9, tout autour de ces espaces. Et cette intensité, aujourd'hui, est acceptée par les habitants par le fait que, justement, on a des grands espaces de respiration qui permettent d'accepter cette intensité et cette densité. Ce qui a été fait également à Montpellier, ce qui n'était peut-être pas le cas dans d'autres villes, c'est que on a fait la mixité fonctionnelle avant de séparer les fonctions, comme on le faisait à cette époque, ou encore avant, où on avait des lieux où on habitait, d'autres où on consommait, les routes du meuble, et d'autres lieux où on travaillait. Et bien sur ces secteurs-là, on a fait de la mixité fonctionnelle. C'est-à-dire que dans chacun des quartiers, vous avez du logement, avec de la mixité sociale, je vais y revenir, mais également du commerce, mais également des bureaux. Mixité sociale, sur Montpellier, aujourd'hui, à peine 35% de la population peut accéder à la propriété, 65% de la population pas accéder. Donc on a une mixité sociale telle qu'elle est prévue dans le programme local de l'habitat. Cette mixité sociale, elle prévoit 30% de logements sociaux, 20% de logements abordables et 50% de logements libres. Là où dans d'autres villes de France, ce logement libre, on a à peu près 80% d'investisseurs, 20% d'accédants. À Montpellier, on arrive à maintenir par la politique foncière qu'évoquait le maire de Montpellier, le président, eh bien, grâce à cette politique foncière, on est à 60% simplement d'investisseurs et 40%, bon, ça on a un peu dépassé ces dernières années mais 40% de gens qui viennent accéder dans la partie du livre. Donc ça, c'est important pour donner le cadre général de cette mixité fonctionnelle et mixité sociale. Je vous donne quelques chiffres aussi pour donner le contexte de Montpellier. Nous avons 5000 nouveaux habitants par an depuis déjà plus de 20 ans qui arrivent sur Montpellier. Avec l'an dernier une croissance très forte, on a eu même 8000 habitants. Ce qui fait que cette croissance est très importante et ça nous permet, c'est aussi le champ du possible, parce que ce qui nous permet de réaliser des quartiers. Mais ces habitants, il faut évidemment les accueillir dans les meilleures conditions possibles. 5000 habitants, ça nous engage à réaliser près de 5000 logements par an. 5000 logements par an, environ 30 000 m² de bureaux,
et en moyenne 7 à 8 000 mètres carrés de commerce, ce qui permet d'accompagner ce développement dans cette logique de mixité urbaine. Et le mode opératoire que nous avons mené, vous l'expliquiez tout à l'heure, c'est que sans développement, sans aménagement, on ne peut pas faire d'aménagement sans foncier. Donc cette politique foncière qui a été menée il y a fort longtemps, qui se poursuit aujourd'hui, nous permet d'envisager pendant 20 ans, on sait qu'on peut continuer à recevoir cette population grâce à la politique foncière qui a été faite. Avec également une politique de maîtrise de l'aménagement au travers de zones d'aménagement concertées. C'est vrai qu'aujourd'hui, on agit forcément un peu différemment dans cette logique de travail de refaire la ville sur la ville. On est toujours dans cette logique de se projeter vers la mer. Ce projet se continue, y compris sur des quartiers qui débordent un petit peu Port-Marianne, mais c'est intéressant d'en parler 2 minutes, je vais y revenir, sur le quartier d'Aude à la mer. Mais donc on continue à faire ces procédures de ZAC très importantes, où sur le quartier Port-Marianne, il y a 10 ZAC. 10 ZAC qui comprennent chacune aux environs entre 1500 et 2000 logements, et près de 30 000 mètres carrés de bureaux. Chacune sont séquencées, ce qui nous permet d'anticiper aussi le projet, c'est-à-dire qu'on sait, tout le monde sait ici, la durée assez longue des procédures d'aménagement qui se complexifient de plus en plus, on le sait aussi. Et donc, quand on a lancé on est en phase opérationnelle sur une opération, on est en phase d'étude sur une autre, ce qui nous permet de séquencer et de progresser progressivement, enfin de faire progressivement la ville, en particulier dans ce quartier, et dans une logique bien sûr opérationnelle qui nous conduit progressivement vers la mer. Autre sujet qui est juste un petit peu à côté, mais je voulais juste en parler si vous permettez, c'est celui d'Aude à la mer, qui est un projet également tout à fait remarquable et exceptionnel. Là où on fabriquait la ville de façon séparée, on était sur ce qu'on appelle la roue du meuble. Là, on retrouve, dans le prolongement vers la mer, on retrouve toutes les boîtes à chaussures dans lesquelles on avait les enseignes commerciales. Eh bien, aujourd'hui, on fait la ville dans sa mixité. C'est-à-dire que dans ce quartier, on avait des milliers, 100 000 mètres carrés de commerce. On va transformer tout cela pour maintenir le commerce tel qu'il et le transformer considérablement, mais aussi pour amener la ville, c'est-à-dire réaliser des quartiers, des vrais quartiers, dans lesquels on retrouve toute cette mixité que j'évoquais tout à l'heure, et qui viennent s'emboîter le long du tramway, qui lui est aussi un des champs du possible, puisque en même temps que la ville se poursuit et se construit dans son prolongement, eh bien, nous avons tous les équipements publics qui sont imaginés et qui sont réalisés avant même que les habitants arrivent, en l'occurrence le tramway qui arrive presque à la mer, qui nous permet de refaire la ville sur la ville, avec des enjeux très importants qui sont évidemment d'imaginer la ville et puis telle qu'elle sera demain, mais aussi la fabriquer chaque jour. Et je disais que c'était le champ du possible parce que chacun des quartiers que nous réalisons font l'objet aussi d'innovation au plus près des usages et des besoins des habitants. C'est-à-dire qu'on a cette vision de long terme qui a été imaginée il y a tellement de temps que nous poursuivons, mais aussi avec une réponse au plus près des quartiers, au plus près des habitants, dans la nouvelle façon de vivre la ville par ses usages. Merci beaucoup de nous donner toutes ces... Vous n'avez pas d'image sur les dernières opérations? Si, vous allez le voir. Donc, pour mener une politique dans sa continuité, c'est quand même au prix de renouvellement. Donc, je pense que vous avez vous pourriez nous parler de vos projets contemporains, plutôt territoriaux, alors qui dépasseraient l'empreinte de la ville elle-même. Oui, je voudrais rajouter, parce qu'il faut bien comprendre que la maîtrise du foncier, la politique foncière, n'est pas le seul outil pour construire la ville. Il y a d'autres outils, celui-ci est le plus important, mais il y en a d'autres. Je vais vous en donner quelques-uns, c'est un peu technique, mais le public est averti, donc je peux me le permettre. D'abord, nous avons sur l'ensemble de la ville le droit de préemption renforcé. Deuxième point, nous avons un secteur sauvegardé patrimonial qui est équivalent à 80 hectares sur la ville médiévale. Et
lorsque j'étais adjoint à l'urbanisme, j'ai construit 200 hectares de ZPPAUP, de zones de protection du patrimoine urbain, paysager et architectural, qui sont aujourd'hui des AVAP. Nous avons également un outil que nous utilisons beaucoup, ce sont les périmètres d'études, qui nous permettent de surseoir à statuer sur les permis, mais qui sont des actes d'urbanisme très simples, mais qui obligent un peu à prendre la température de la ville de la part des propriétaires et des promoteurs pour la construire. Le fait d'avoir 20 ans de réserve foncière et une quinzaine de ZAC, ou 17 ou 18 ZAC en chantier sur l'ensemble du territoire montpelliérain, nous permet d'avoir une clé de négociation avec les promoteurs. Cette clé de négociation est la suivante. Nous sommes OK pour vous faire travailler dans les ZAC, mais sur le tissu diffus, au-delà des programmes qui sont supérieurs à 1300 m² de SDP, vous intégrez 30% de logement social. Ça veut dire qu'avec cette méthode, qui est du gré à gré, il n'y a pas de loi, ce n'est pas coercitif. C'est une entente que nous avons passée avec les promoteurs qui, parce qu'ils travaillent très bien à Montpellier, acceptent sur le tissu diffus, au-delà de 1300 m² de SDP, de construire 30% de logement social. Ce qui permet au logement social, non pas d'être stocké dans des quartiers appropriés qui pourraient devenir ghettos, mais au contraire, d'être répartis de façon plus harmonieuse dans une mixité qui est réfléchie. On va passer à la photo là. Voilà, vous avez la grosse question sur Montpellier, elle est résumée dans cette diapo. Montpellier se trouve au nord, serti par un amphithéâtre vert, les Cévennes, on va le dire simplement, et s'écoule doucement au travers d'un piémont vers la mer. Cela veut dire qu'elle est en capacité de subir 2 fois sur les risques majeurs. 1, les épisodes cévenols et les trombes d'eau qui s'accumulent sur les précipitations au nord. Et en même temps, lorsque le vent est marin, la remontée des nappes, des étangs et de la mer. C'est là que tout s'inonde, quand on a le double phénomène qui se conjugue. Cela veut dire que toute la réflexion dans l'aménagement tient compte d'une trame bleue augmentée, on va le dire comme ça, et donc des risques majeurs. C'est pour cela que tout à l'heure, Michel Desvignes vous a parlé de ces bassins de rétention qui sont designés avec de l'environnement, mais qui sont à l'origine faits pour assurer les écrêtements des crues et les transparences hydrauliques. Dans ce corridor entre les Cévennes et la mer, qui est le corridor entre l'Italie et l'Espagne, la voie domitienne, il faut faire passer les trains, 14 000 poids lourds tous les jours, les touristes, les marchandises, les nouveaux habitants, les déplacements pendulaires, etc., 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 dans une croissance démographique phénoménale. Eh bien, ce que nous avons essayé de trouver grâce au travail formidable fait par François Leclerc, c'est de trouver la philosophie que nous avons appelée Montpellier Métropole Territoire, la métropole productive. Cette philosophie qui allait conduire la réalisation des 2 documents d'urbanisme fondamentaux pour une métropole, qui sont 1, le SCOT, schéma de cohérence territoriale, et 2, le PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal. Le schéma de cohérence territoriale est en cours,
il sera certainement voté à la fin de cette année et il donnera lieu l'année d'après, voire juste après les élections, au vote du plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ce document, nous avons pris, je ne vais pas suivre les photos si vous permettez parce que c'est trop techno, nous avons pris comme postulat d'attraper le schéma de cohérence territoriale, non pas par le biais des grands équipements, mais de l'attraper par le biais de la protection de l'environnement, de l'agriculture et de la viticulture. Et de considérer que l'essentiel pour nous était de prévoir, dans les années à venir, la possibilité pour le territoire métropolitain de produire l'alimentation dont les habitants de la métropole auraient besoin pour les 50 ans qui arrivent. À ce sujet, Montpellier a fait partie des 100 villes qui ont signé le pacte de Milan sur l'agriculture urbaine, la protection des terres à fort potentiel et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et dans ce contexte très contraint, nous avons fait les efforts nécessaires pour protéger les terres à fort potentiel. Et le premier tampon qui sera apposé sur le schéma de cohérence territoriale sera celui de la Chambre d'agriculture de l'Hérault. Cela veut dire que nous avons cédé des hectares irrigués, constructibles, juteux pour le bâtiment. Nous les avons sacralisés parce qu'ils sont à fort potentiel de production. Ça, c'est un petit exploit, mais on ne peut le faire que parce que on considère, comme l'a dit Christophe Pérez tout à l'heure, qu'il faut rendre la ville existante beaucoup plus intense, soit dans les actes, soit dans le renouvellement urbain. Parce que nous sommes partis du postulat suivant, qui est partagé par de très nombreux architectes et urbanistes. La ville durable, c'est la ville dense autour du rail. Il y a un troisième document que nous avons réalisé à Montpellier et qui n'existe, à ma connaissance, nulle part ailleurs et qui a été primé par le ministère de l'Environnement et je l'avais construit quand j'étais adjoint avec Christian Charignon. C'est un guide qui s'appelle Aura et qui mesure les projets en termes de durabilité. Respect de la trame bleue, de la transparence hydraulique à la parcelle, utilisation des matériaux, ventilation naturelle, orientation en fonction du vent, etc., etc., etc. Ce qui qualifie les projets et qui nous permet à nous de demander un certain nombre de modifications lors des concours architectes promoteurs que la CERM organise. À Montpellier, nous maîtrisons tout. Ce n'est pas comme dans certaines villes où on laisse, j'allais dire aux architectes, parce que c'est quelquefois comme ça que ça se passe, la décision sur l'architecture et sur l'aménagement. On ne laisse pas. L'architecte, il fait l'architecture. Et on respecte profondément l'acte de l'architecte. Mais sur l'aménagement de la ville, c'est la cohérence d'ensemble. C'est-à-dire, c'est l'organisation qui dépend des fonctionnalités, des usages, de la culture. Et ça, à Montpellier, le politique a un regard là-dessus, une tradition de regard. Montpellier Territoire, que vous avez ici, c'est la philosophie du SCOT. François Leclerc a écrit la philosophie du SCOT. Et le SCOT sera délibéré ultérieurement. Je vais quand même faire passer les trucs parce que c'est important. Donc les enjeux fondamentaux, vous les avez. 1/3 de la surface est pour l'urbanisation et 2/3 de la surface de la métropole sont préservés pour l'environnement, l'agriculture, la viticulture.
Nous avons fait des études qui nous ont montré que à Montpellier, nous avons beaucoup de bureaux, c'est normal, le tertiaire, mais il nous manque des parts d'activité, parce que mon souhait, ce serait d'injecter de l'industrie. Je pense qu'aujourd'hui, l'industrie est propre, qu'elle génère des emplois pérennes, et qu'il n'y a aucune raison, comme en Midi-Pyrénées, qu'en Languedoc-Roussillon, nous ne puissions pas installer de l'industrie. Donc il faut augmenter les parts d'activité, les parcs industriels, qui sont très faibles. Et de préférence, les organiser autour des autoroutes, la 750 et la 9, et pas loin des zones de voies ferrées qui peuvent assurer le fret. Le positionnement de Montpellier dans la grande région, c'est la métropole à 360 degrés, parce que, contrairement à Toulouse, nous avons la mer. Et donc, nous pouvons entamer un double dialogue. Un dialogue avec la région Occitanie, certes, mais aussi avec la Méditerranée. 360 degrés. Compact, efficace. Vous avez ici le nombre d'habitants. 40% de la ville a moins de 30 ans. Donc c'est une ville très très jeune, très étudiante, mais pas qu'étudiante, très jeune. Parce que nous l'avons construite sous forme de métropole, nous avons transformé l'agglomération en métropole, nous avons pu obtenir le label French Tech. Nous sommes dans les 9 métropoles. Vous vous rendez compte, on ne serait pas métropole, on n'aurait pas eu le label French Tech. Et grâce au label French Tech, toutes les startups viennent s'installer à Montpellier. Et nous sommes leaders au niveau de la création d'emplois sur le numérique. Vous vous rendez compte, une décision politique, comme elle peut être grave pour un territoire. On aurait laissé couler, on jouait en 3e division. Le grand parc métropolitain, c'est le grand amphithéâtre vers les Cévennes qui assure cette espèce de toile de fond que vous avez ici. L'agroécologie est l'un des 7 piliers de création de la métropole de Montpellier. Je vais vous indiquer les 7 piliers autour desquels j'ai vendu à tous les maires, aux 31 maires, la métropole. La santé, la fac de médecine la plus ancienne d'Europe, le numérique, le tourisme, l'industrie, l'économie, l'enseignement supérieur, la culture, l'agroécologie, alimentation, la mobilité et le commerce et l'artisanat. 7 piliers. Nous l'avons fabriqué de façon consensuelle, démocratique, avec des règlements particuliers. Sinon, les maires n'auraient jamais accepté de se dessaisir de leurs compétences urbanisme, voirie, aménagement de l'espace public. Autre inconvénient, si nous n'avions pas transformé l'agglomération en métropole, nous perdions la DGF par habitant, la dotation globale de fonctionnement venue de l'État. Elle passait de 60 à 45 €. Avec la croissance démographique, c'était de la folie. Et nous n'aurions pu obtenir des compétences nouvelles qui sont échues aux métropoles, en l'occurrence le tourisme, en l'occurrence l'enseignement universitaire, la santé et le partage du développement économique avec la région. En son temps, j'avais proposé à Marie-Lise Lebranchu d'intégrer une partie des élus métropolitains dans l'exécutif régional. Cela ne s'est pas fait, ça a été refusé, elle était ministre des collectivités, et aujourd'hui, dans toutes les régions de France, c'est la guerre entre les métropoles et les régions. Parce qu'ils sont sur des compétences partagées. Et si les couleurs politiques ne sont pas les mêmes, c'est le combat à mort. Et même quelquefois, quand ce sont les mêmes couleurs politiques. Parce que ce sont des luttes d'intérêts. Il fallait donc jouxter, sous forme de quotas,
les métropoles et les régions qui devenaient les deux moteurs de la croissance dans la nouvelle réforme territoriale. L'agroécologie alimentation, je vous en ai parlé, elle fait l'objet de très nombreuses prises de décision, et notamment nous avons un marché d'intérêt national qui est rutilant et qui va permettre dans ce domaine d'être acteur et moteur sur l'alimentation, sur la qualité, sur les circuits de proximité. Je ne dis pas circuit court volontairement, je dis circuit de proximité. Acclimater la métropole, c'est alors révéler le chevelu hydraulique, on ne va pas. C'est joli, mais c'est gérer tous les phénomènes hydrauliques. Hein, c'est la trame bleue augmentée dont je vous parlais tout à l'heure, qui est vitale pour Montpellier. Le développement urbain qui a été dans le schéma de cohérence territoriale structuré par des portes. On a créé des portes qui sont des lieux de prédilection pour des plaques intermodales, si vous voulez. C'est là que tout va se faire en termes d'échange. Et c'est à partir de cette structuration que nous concevons l'urbanisme aussi, que nous le modifions. Port-Marianne, on en a parlé. Et là, c'est Port-Marianne jusqu'au bout, tout le monde en a parlé. Donc on va passer au projet. Ah, alors, on va vous montrer. Alors, je vais me lever parce que je ne vois rien. Je m'excuse, j'ai une entorse au genou, donc je ne suis pas très rapide. Allez-y. Voilà, donc ça, nous sommes là sur... ça commence là ? Voilà, donc là, nous sommes sur la... Revenez sur celle d'avant, s'il vous plaît. Merci. Voilà, là, c'est Port-Marianne, on l'a vu tout à l'heure. C'est le développement de la ville. Vous avez le contrefort des Cévennes en toile de fond. Et là, vous êtes sur l'eau, sur la mer, et vous regardez Montpellier vers les Cévennes. Et le cube noir qui se trouve au milieu, c'est la mairie de Montpellier, créée par Jean Nouvel et François Fontès. Voilà. Allez-y. Le grand boulevard dont parlait Michel Desvignes tout à l'heure, c'est celui-ci qui se prolonge après avec tous les pins qui ont été plantés. C'est l'avenue Raymond Dugrand, du nom du professeur d'urbanisme et de géographie de l'université Paul Valéry, qui a été adjoint à l'urbanisme pendant très longtemps à Montpellier et qui a créé les bases de la politique foncière sur laquelle nous agissons aujourd'hui, grâce à laquelle nous agissons aujourd'hui. Ici, c'est la place Pablo Picasso qui sera inaugurée cette année pour l'exposition Picasso, qui est une exposition européenne, dans laquelle j'ai dessiné moi-même l'œil qui est au centre. Chacun donnera à cet œil la connotation qu'il souhaite, c'est un symbole universel. Et vous voyez que le canopinage de la place se rapporte aux couleurs de la période cubiste de Picasso. Ça, c'est Philippe Starck sur un immeuble avec une paroi genre téflon qui a été gonflée et qui change de couleur en permanence. Toujours le long de cette avenue qui est destinée au design, qui est destinée à l'art contemporain. Voici le parc Charpak avec le miroir d'eau, l'arbre blanc de Fujimoto, avec les jardins de la Lironde de Christian de Portzamparc, avec le concept de surtoiture en briques qui ménage entre la surtoiture et le dernier étage une forme de patio à l'air libre comme les haciendas espagnoles, pour ceux qui connaissent. Avec Farshid Moussavi sur cet immeuble très original et très bien construit, formidable architecte. Et Jean-Paul Viguier sur le côté droit, sur le rubis. Vous avez ici les écoles BEPOS, ce sont des écoles à énergie positive pour lesquelles nous avons reçu le prix du ministère de l'Environnement sur
les éco-constructions et l'éco-cité, le quartier éco-cité, ouais. Là, c'est la centrale trigénération bois, qui est une centrale assez unique dans son genre, que Ségolène Royal n'a jamais voulu venir inaugurer. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, c'est pas faute de l'avoir invité, je l'ai invité 3 fois, elle n'est jamais venue. Mais ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que c'est aussi un projet de coopération territoriale. Parce que quand j'ai créé la métropole, j'ai créé un pôle métropolitain, mais qui n'a pas de structure juridique, ni administrative. C'est uniquement le rassemblement de 55 agglomérations ou communautés de communes qui se rencontrent 2 fois par an et qui échangent, qui délibèrent, qui prennent des décisions ensemble et qui coopèrent. Ainsi, sur cette centrale trigénération, quand elle a été créée, le bois était acheté en PACA et dans le Nord. Le bois, aujourd'hui, grâce au Parlement des territoires, le pôle métropolitain s'appelle le Parlement des territoires, eh bien nous achetons par les circuits de proximité dans les hauts cantons de l'Hérault et du Gard, le bois, énergie, dans le parc national du Haut-Languedoc et dans le parc national des Cévennes. Et on fait fonctionner les filières bois, énergie et construction. Attendez, revenez. Et il est en capacité d'apporter l'énergie pour 6 quartiers. Cette centrale. Allez-y. Là, nous sommes sur la Mantilla. C'est Jacques Ferrier, hein, celui qui a construit le pavillon de la France à Shanghai, qui est un architecte issu de l'Aude, qui a créé cette résille de béton qui constitue les balcons et les parois de la Mantilla. De plus en plus dans les ZAC, nous créons des bardages au niveau des balcons et des terrasses qui soient assez imperméables à la vue, ce qui permet aux habitants de pouvoir utiliser les balcons avec un peu plus de liberté, sans nuire au paysage urbain. Un vélo sur le balcon avec une résille en béton, c'est acceptable. Du linge qui sèche aussi. On économise l'espace. Hein? Là, on va vous présenter le quartier, les 3 quartiers suivants. Cambacérès, du nom du 2e consul de l'Empire, fils du maire de Montpellier. C'est le hub de Montpellier, c'est là où se trouve la nouvelle gare de TGV. C'est là où se trouve, à proximité de l'aéroport, du doublement de l'autoroute A9 et de la voie ferrée du contournement Nîmes-Montpellier. C'est un grand quartier qui représente environ 600 hectares, sur lequel il y a de très nombreuses propriétés viticoles, agricoles, sous forme de grands domaines qui seront maintenus, bien sûr, et 60 hectares seront urbanisés autour de la gare. Dans ces 60 hectares, il y a déjà un parc de 30 hectares qui assure l'hydraulique et la trame bleue pour éviter les inondations, et 30 hectares purement urbanisés. C'est dans ce quartier que se trouveront les grandes écoles, la halle French Tech pour l'installation des entreprises, l'école de commerce et la Business School, celui d'avant, ça c'est la Business School, la diapo d'avant, voilà, le Innov Campus qui est aussi une école de haut niveau. Allez-y. Un projet qui va donner la part belle à l'environnement et à ce grand parc de 30 hectares avec des essences particulières.
Voici, c'est Jacqueline Hosty, la paysagiste, qui le crée et qui déterminera aussi la limite des grands domaines. Nouveau-Saint-Roch, c'est la ZAC qui se trouve en centre-ville, sur la friche ferroviaire. C'est du renouvellement urbain. Là, on est... Revenez à celui d'avant, parce que je vais trop vite. Là. Voilà. Ici, nous sommes sur Ex-Nihilo. Il y a la gare et puis il y a le No Man's Land d'un côté, on construit un quartier. Et c'est là qu'on construira le futur stade Louis-Nicolin pour le foot. Parce que le stade de la Mosson est inondable. Il est en zone rouge. Et chaque fois qu'il y a des inondations, on perd 6 millions d'euros pour remettre le stade en état. Et les assurances ne veulent plus payer. Donc il faudra en reconstruire un. Là, c'est pas mal, à proximité de l'autoroute et pas loin de la frange côtière où il y a beaucoup de spectateurs potentiels. Donc là, on est sur de la création ex nihilo. Là, maintenant, on va passer sur 2 actes de renouvellement urbain. La première étant une friche ferroviaire. Architecte coordonnateur, Paul Chemetov et Emmanuel Debout. Ici, la gare Saint-Roch, dont j'avais eu l'honneur de conduire les travaux quand j'étais adjoint, avec Jean-Marie Dutilleul, spécialiste des gares, et formidable architecte, que je remercie. Parce que c'est un des seuls architectes qui est venu me voir à Montpellier et qui a passé 3 jours avec moi pour comprendre la ville, donc pour comprendre la gare. Parce qu'il s'agissait là d'une petite gare Trianon de la fin du 19e siècle, puisque la ligne de chemin de fer Montpellier 7 a été créée en 1836, juste après celle de Saint-Étienne. Ce sont les premières lignes de chemin de fer qui ont été créées. Saint-Germain-en-Laye pour les essais, Saint-Étienne et Montpellier avec du matériel qui venait de Cardiff et des ingénieurs qui venaient du même lieu. Attendez. Pour la petite histoire, la première locomotive qui a fait Montpellier 7, elle portait le nom de la première église de Montpellier, Notre-Dame-des-Tables, parce qu'il fallait allier la tradition locale et le progrès technique. La gare Saint-Roch, avec le parking que vous voyez à Damier, ici, qui est l'œuvre de l'architecte catalane Carmen Santana, et vient se dérouler la future ZAC sur le parking que vous voyez ici. Et Michel Desvignes tout à l'heure parlait du parc de cette ZAC qui a été agrandi un petit peu et qui fera 1,5 hectare et qui sert aussi de bassin de rétention pour les résurgences des rivières souterraines qui sont très nombreuses. On est en permanence avec le danger de l'eau. L'eau est sous-jacente. Vous avez ici ce nouveau quartier et vous avez... Il y a l'architecture après ? Oui. Allez-y. Donc vous avez voilà, la Eiger Rock, qui est Brenac et Gonzalez, qui ont gagné le concours et qui est en cours de réalisation. Hein, c'est parti. Vous avez Madame Gautran, qui a été Grand Prix d'architecture, qui fait l'hôtel. Vous l'avez marqué l'hôtel ? Ici, voilà. Voilà. Ensuite, allez-y, passez. Troisième quartier, qui est aussi un quartier de renouvellement urbain, c'est le quartier de l'EAI, qui est l'ancienne friche militaire, qui a été désertée par l'armée lorsque Nicolas Sarkozy a regroupé les sites militaires. Sur ce quartier, et vous allez voir combien la politique foncière est importante, lorsque le candidat François Hollande s'est présenté, il a indiqué que sur les friches militaires, on pourrait obtenir, nous, ville, les friches militaires à l'euro symbolique, si on acceptait de faire un nombre important de logements sociaux. Il se trouve que là, la transaction a été faite 1 mois avant l'élection de François Hollande, le jour où Nicolas Sarkozy est venu à Montpellier. Et quand j'étais adjoint à l'urbanisme, j'avais mis des zonages qui permettaient de faire uniquement des casernes. Et quand j'ai été dégagé de ma place, ils ont changé les zonages.
pour faire plaisir à l'État. Et donc, ils ont acheté le AI 19 millions d'euros. Donc aujourd'hui, comment on fait pour équilibrer la ZAC? Eh bien, il faut ultra densifier. Vous voyez comment la maîtrise du foncier est importante pour la vie des gens in fine. C'est ici que passera la 5e ligne de tramway, qui est un des projets que nous allons débuter avant la fin du mandat. Ligne de tramway que nous espérons être aussi efficace que la première, qui transporte 150 000 voyageurs tous les jours. Elle est en cours de concertation et je concerte. Nous avons fait 220 réunions de concertation publique depuis le début de mandat, pour vous donner un ordre d'idée. Et là, nous concertons, et quand les habitants donnent des idées intéressantes, on serait idiot de ne pas les intégrer dans le projet. On est toujours plus fort à 2 cerveaux qu'à un seul. Et là, nous avons modifié beaucoup. On n'a pas modifié la DUP, mais on a modifié quelques tronçons de la DUP, notamment pour que le tramway ne passe pas par le grand parc que vous voyez là, que nous avons porté ainsi, sans faire passer le tramway, de 15 à 20 hectares. Quand on a 20 hectares d'environnement au centre-ville, c'est bien de pouvoir le considérer un peu comme le Central Park de Montpellier. C'est un rêve. C'est un dream. Allez-y. Voilà ce que donnera la partie de la caserne qui sera reconstituée. Et c'est là que nous allons installer les ICC, les industries culturelles et créatives, qui font partie de l'une des 7 thématiques que nous avons obtenues sur le label French Tech. Ainsi, nous allons avoir, parce que je suis en train de donner à Montpellier une appétence particulière pour le cinéma, la vidéo, l'animation, le numérique. Et nous avons beaucoup de boîtes qui viennent s'installer à Montpellier. La dernière en date, c'est France Télévisions, qui va faire une série télévisée qui a commencé, là, le tournage a commencé, qui a installé 80 emplois nouveaux et qui va recruter 80 personnes sur la métropole. Et je profite pour remercier Delphine Ernotte, qui a eu confiance en Montpellier, parce que les paysages à Montpellier ne sont pas déflorés comme ils l'ont été en PACA. Il y a encore des paysages formidables qui n'ont jamais été filmés, qui n'ont jamais été utilisés. Et on a encore de la nature, comme en Corse, on a encore un peu de maquis, vous voyez, et de villages accrochés à la colline, avec très peu d'expansion, avec des cours d'eau merveilleux, des ripisylves formidables. Et ça, il y a encore la possibilité pour les cinéastes de s'en inspirer. Et certains l'ont compris. Donc nous avons plein d'écoles d'animation, de vidéo, sur les jeux vidéo. Donc cette cité créative, elle va proposer tout ça dans les anciens entrepôts laissés disponibles par les militaires. Et nous aurons l'ESMA, par exemple, 2000 étudiants qui va s'installer, tout est fait, c'est en cours. Et la 5e ligne de tramway viendra abreuver l'ensemble de la zone. Vous avez ici les équipements mutualisés de l'ESMA, les plateaux de tournage, des lieux de vie, des open space, une salle de cinéma, un campus, des écoles. Voilà. Ça, c'est un... Voilà, ça sont les... C'est un quartier qui va prendre une allure complètement inattendue. Mais encore une fois, si nous ne maîtrisions pas l'aménagement, nous serions incapables de pouvoir proposer à toutes ces entreprises, à toutes ces grandes écoles, des lieux disponibles pour pouvoir s'y installer. Il y aura également 2500 logements
qui seront conçus de la façon classique, 50% libre, 20% abordable et 30% social. Nous avons même réalisé dans certains quartiers, cage par cage, la mixité. Social, abordable, libre. Ouais, c'est un peu un laboratoire, Montpellier. Donc vous êtes les bienvenus. Voilà, merci de votre attention. Ben, merci beaucoup pour être à la fois rentré si précisément dans la fabrication de la ville et puis nous avoir montré vos projets, sauf la gare, sauf la nouvelle gare. Alors la nouvelle gare, elle n'est pas là? Si, elle y est. On l'a pas vue? C'est Oui, Cambacérès, on l'a ouais. pas vue de près. Elle est superbe. Ah bon, d'accord. Non mais la gare, il faut parler de la gare, vous avez raison. La gare Montpellier Sud de France, c'est une gare de TGV qui a été construite sur un contournement ferroviaire qui a pour but, in fine, de mettre Paris à 3 heures de Montpellier et surtout de permettre, par la jonction voyageurs-fret, de mettre les camions sur les trains. Ah oui. C'est Mimram, Ouais. l'architecte, avec Emmanuel Debout également. En fait, depuis l'entrée de l'Espagne dans le marché commun, le réseau ferroviaire du couloir que je vous ai montré sur la première photo est extrêmement réduit. Et donc, le réseau n'est pas adapté à la fréquentation du réseau. Cela veut dire que toutes les voies classiques ferroviaires sont encombrées à la fois par les trains de fret et par les trains de voyageurs, ainsi que les TGV. Ce qui ne laisse à la desserte des trains régionaux que peu de faisceaux. Comment on dit? De faisceaux. Hein? De faisceaux. Ça veut dire qu'une ville comme la ville de Sète, qui est à 10 minutes en TER de Montpellier, vous allez au théâtre, vous y allez, mais vous n'avez plus de TER pour revenir, alors qu'elle est à 10 minutes. Donc il faut véritablement s'occuper de ce réseau, et le doublement des voies et la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, l'Espagne, parce que le but, c'est de faire rejoindre par la LGV Nîmes, Montpellier, Sète, Béziers, Narbonne, Perpignan, Gérone, Tarragone, Valencia, Barcelone. Et j'ai oublié la ville de Figueras, de Salvador Dali, ouais, Figueras. Ouais. Voilà. Le but, c'est ça. Et sur cette grande voie de LNMEP, permettre au tourisme et aux voyageurs d'être très rapprochés de Barcelone, mais aussi de pouvoir assurer les containers, au lieu de les mettre sur des camions, les mettre sur les trains. Ce qui fait que la qualité de l'air, qui est difficile en bord de mer, et encore plus difficile quand il y a 2 autoroutes avec 14 000 camions qui passent tous les jours, ça pourra la rendre beaucoup plus utile et supprimer, comme disait Vitruve dans son traité d'architecture, l'asthme pour les enfants. Écoutez, merci beaucoup et bravo pour ces gigantesques travaux. Vous êtes vraiment un maire bâtisseur aussi. Hein. Vous avez d'autres questions? J'imagine que oui. Donc on va continuer. Bonsoir et merci pour cette présentation. Ma question s'adresse à vous, monsieur le maire. Je voulais revenir sur ce que vous nous disiez par rapport aux compétences vis-à-vis de l'aménagement et par rapport à la régie directe qu'opère la ville. En fait, moi, ma question, elle est assez simple. C'est est-ce que cette régie directe, elle est toujours possible dans une ville qui gagne 5000 habitants par an? Et au fond, est-ce qu'il y a de vrais inconvénients à avoir une régie semi-directe ou carrément une régie indirecte sur ce genre de compétences-là? Alors, vous répondre sur une agence d'urbanisme,
j'en suis pas capable parce que on n'en a pas. J'ai jamais connu d'agence d'urbanisme dans laquelle j'ai été impliqué. Ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'on a des services d'urbanisme de la qualité que nous avons à Montpellier et qui ont un savoir-faire depuis 25-30 ans, qui connaissent tout par cœur, qui connaissent le nom des propriétaires, la taille des trottoirs, les contraintes hydrauliques, le souterrain, l'état des réseaux, etc., c'est facile d'intervenir parce que ça va vite. On connaît les choses. Je pense que c'est tout à fait possible, mais le service urbanisme, évidemment, s'agrandit en fonction de la ville. Il connaît la même expansion que la ville. Mais le service urbanisme n'est pas dans l'opérationnel, il est dans la construction de la ville. Mais l'opérationnel, c'est la SERM, qui sont deux sociétés, et la SAM et la SA3M que je préside, qui sont deux sociétés d'aménagement qui sont le bras exécutif de la politique d'urbanisme que mène la ville. En fait, nous avons trois acteurs. Nous avons le service urbanisme et deux sociétés. Et ces deux sociétés, la SERM est plus tournée vers les ZAC nouvelles et la SA3M sur le renouvellement urbain. Oui, moi aussi, monsieur le maire, j'ai une question. Vous n'avez pas beaucoup parlé, sauf un petit moment, de l'urbanisme qu'on appelle diffus, c'est-à-dire de l'étalement urbain, enfin, quoi, comme pavillonnaire, etc. Et je me demandais si vous pourriez nous dire un peu quelles sont la situation et la politique de la ville à l'égard d'un type d'urbanisation qui doit être très demandé, j'imagine, par tous ces nouveaux arrivants. On nous dit toujours que c'est ce que les Français désirent. Quelle est donc la situation et puis comment vous y répondez compte tenu que quand on écoute votre exposé passionnant, je dois dire, vraiment qui redonne envie de croire aux politiques, on a l'impression quand même Merci, que c'est un grand compliment. Oui, mais vraiment. Éloge du bien public, de la politique foncière, de choses qui tendent quand même beaucoup à être... ça se réduire beaucoup très fortement. Bref, donc voilà, l'étalement urbain, le diffus, vous en avez parlé un petit peu pour parler des 30% de social, mais ça pose des questions, on le sait, au paysage, à l'écologie, à la densité, et à la multifonctionnalité. Comment vous y répondez? Quelle est la situation? Sur la ville de Montpellier, il n'y a pratiquement pas de réalisation de lotissement. Voilà. Sauf dans les zones patrimoniales qui sont protégées au titre du ministère de l'Environnement. Par exemple, lorsque j'étais adjoint à l'urbanisme, j'ai fait classer au titre de l'environnement par le Conseil d'État la partie du Lez qui se trouve très en amont et qui correspond au paysage peint par le peintre Frédéric Basile, pour garder la nature des paysages. Mais en plus, la ripisylve est très riche, il y a des cyprès chauves, il y a des magnifiques arbres, et on a conservé tout ça jusqu'à Agropolis, jusqu'au nord de la commune. Et là, le plan d'urbanisme permet uniquement de construire 25% de l'habitat qui existe. Vous savez, l'expansion est très limitée, hein, mais c'est tout. Tout le reste, on fait de la densité. Hein. Mais par contre, dans les communes de la métropole, c'est pas pareil. On est sur le périurbain et les communes n'ont pas, en termes de politique foncière, toutes le même passé que Montpellier. Je vais vous donner un chiffre. 1/3 de la production des logements par an est due à un seul promoteur privé. C'est-à-dire qu'ils achètent les terrains, ils font comme nous. Ils ont acheté les terrains quand ils étaient très bas, mais il y a 30 ans. Mais ils les revendent pour leur compte. Nous, on les a achetés pour nous, mais on les revend pour faire de l'espace public, des écoles, sur le gap que nous tirons. Montpellier, on gère tout. Hein. Et nous avons créé l'habitat abordable, qui est une nouvelle façon de créer du logement intermédiaire,
en tirant les prix sur le foncier, et ça on le fait grâce à la SERM et aux négociations du service foncier, mais aussi avec une nouvelle forme d'habitat qui est modulable. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure des résilles. Eh bien, on peut aller plus loin dans cette réflexion-là. On peut considérer que quand une famille s'agrandit, elle doit peut-être avoir la possibilité de faire une véranda en expansion, etc. On a mis en place un habitat qui est tout à fait novateur. C'est que nous avons une maîtrise foncière qui nous permet de tirer des prix qui sont acceptables pour les jeunes couples ou pour les personnes qui pourraient justifier du logement social, mais qui peuvent justifier aussi du logement privé, en donnant des possibilités évolutives à chaque appartement. Il faut savoir que dans l'Hérault, 70% de la population est éligible au logement social. Montpellier n'est pas une ville riche. Ce n'est pas une ville très pauvre. C'est une ville modeste. Ce n'est pas une ville riche. Bonsoir. Je suis ici, oui. J'avais une question pour revenir sur la maîtrise foncière. Vous avez parlé, vous avez dit que Montpellier avait encore des réserves pendant 20 ans, des réserves foncières. Et on peut se poser la question de l'après, encore dans 30, 40, 50 ans. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir si vous avez réfléchi un peu à des systèmes de bail amphithéotiques. Parce que, donc, on imagine bien que vous gardez la maîtrise foncière aussi totale sur les espaces publics. Mais dans le temps, pourquoi ne pas imaginer peut-être, au lieu de revendre à des promoteurs, de garder tout de même la maîtrise du foncier, du sol, et d'avoir une logique... Non, mais pour l'évolution... Enfin, vous êtes encore plus communiste que moi. Hein. Non, mais c'est bien. Mais non, mais c'est bien. Non, mais je veux dire, c'est dans une logique de maîtrise des sols et de permettre une évolution du bâti peut-être plus facile. Alors, voilà, oui, j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites, mais... en fait, quand je vous ai parlé des 20 ans de réserve foncière, je parlais des ZAC. Mais on ne peut pas concevoir une ville comme celle de Montpellier qui a une croissance démographique aussi importante en ne parlant que des ZAC. Il faut parler aussi du renouvellement urbain. Même si tout le monde sait que le renouvellement urbain, il est plus compliqué et il est beaucoup plus cher. Parce que vous n'avez pas du terrain ex nihilo. Il faut d'abord racheter les terrains, faire des démolitions. S'il y a de l'amiante, ça vous coûte 2 fois plus cher, etc., etc., etc. Hein. Donc, alors le système du bail amphithéotique, pourquoi pas dans l'absolu, mais je vous avoue que chaque fois que j'ai eu affaire à des baux amphithéotiques, j'ai eu plutôt tendance à nous en sortir, quoi. Parce que ce sont des contraintes supplémentaires. Je pense que quand on maîtrise l'espace public et la fonctionnalité, on a quand même, je dirais, un certain poids sur la fabrication de la ville future. Vous voyez, dans les dossiers ANRU, je ne vous ai pas parlé de l'ANRU, mais c'est important aussi, hein. Nous sommes lancés dans 2 dossiers importants sur l'ANRU, celui du quartier de la Paillade qui a 50 ans, et sur les Cévennes qui est de l'ANRU régional, qui s'adresse aux espaces publics, aux bails commerciaux et aux voiries. La Paillade, c'est autre chose. C'est la réfection de l'urbanisme de dalle. Là aussi, sur l'urbanisme de dalle, on peut en discuter des milliers d'heures. Parce que fut un temps où l'urbanisme de dalle, c'était la panacée. Aujourd'hui, on nous dit c'est l'urbanisme de dalle, c'est pas très bien. Mais moi, partout quand je vais dans les programmes, je vois aussi se reformer de l'urbanisme de dalle. On me dit les tours, c'est pas bien. Les tours dans les quartiers ghetto, il faut casser les tours. On casse les tours, mais on refait des tours ailleurs, différentes, mais on refait des tours. Le bon sens, pour moi, serait de ne pas considérer qu'on doit agir dans une ville de façon dogmatique. Chaque situation d'urbanisme et d'architecture est un cas unique. Par contre, son dialogue
avec la ville et de la responsabilité des décideurs et des spécialistes. Parce que sur les transports, les politiques ne sont pas des spécialistes des transports. Ils le deviennent, ils travaillent, ils s'améliorent, mais ils ont besoin des autres cerveaux, vous voyez. La ville, c'est une espèce d'émanation de l'homme qui dépasse très largement l'homme et la durée de sa vie. C'est une suite. Je vais vous dire ce que je pense de ça. Vous allez me trouver rêveur, utopiste et tout ça, tant pis, j'expose le flanc aux critiques. Mais à l'aube de l'humanité, quand l'homme est sorti des marécages, en rampant, tout d'un coup, il a obtenu la station debout. Et dans l'évolution, c'est le même moment où il a créé l'outil, c'est-à-dire le bâton pour attraper le fruit. Et c'est le même moment où il a construit des tombes et des cabanes. C'est cette espèce de station debout c'est de là qu'émane la ville. C'est la conscience. Pourquoi construit-il des tombes après tout? Si ce n'est par une vision de sa propre place vis-à-vis du cosmos. La ville a ça de mystérieux. Elle est entre les marécages et le ciel. Et elle appartient à chacun de ses ouvriers. Vous voyez, c'est un peu utopique ce que je vous dis. Mais quand on regarde les familistères, ici vous avez, ou la cité radieuse, hein, mais vous avez le familistère de Gaudin, entre Paris et Lille. C'est une merveille, mais c'est invivable. Mais c'est une merveille de concept, d'intelligence, de partage, de mutualisation, de promotion sociale. Mais ça ne marche pas parce que la cour à l'intérieur et la coursive qui dessert les appartements, elle est au vu et au su de tout le monde. Or, chacun des habitants, c'est difficile de maintenir une forme d'intimité. Donc il y a des choses qui ont marché un moment et puis qui ont moins marché. Donc il faut tirer parti de toutes ces expériences, essayer de les mêler et de fabriquer ce qu'on peut dans le temps qui est le nôtre. Il faut être pragmatique. Merci. Il y a une autre question. D'accord. On a bien compris l'importance des espaces verts dans les opérations d'aménagement dans différentes ZAC, dans Port-Marianne, etc. Quelle implication ça a en termes de coût d'entretien? Parce que ça paraît assez considérable. D'entretien, je veux dire, pour le budget de la ville, de la métropole, entretien sur tous les plans, c'est-à-dire entretien physique au sens de Michel Desvignes du paysage, mais de sécurité, d'utilisation, des usages. Vous avez beaucoup parlé des usages. Est-ce que ces espaces ont vraiment un usage, effectivement, et comment arrive-t-on à les maîtriser? Ma deuxième question, c'est sur les portes, les 5 ou 6 portes là, que vous avez évoquées. Les 7, pardon. Ou c'est un chiffre magique. Ces 7 portes, où en sont-elles en termes de pôle d'intensité? Vous voulez en faire des pôles d'intensité. C'est souvent un enjeu important. C'est pas toujours facile à réaliser, notamment vis-à-vis du centre historique de Montpellier. Et ma dernière question, c'est sur la gare TGV, la nouvelle gare TGV. Comment vous voyez le projet pour éviter de tomber dans le syndrome Valence-Avignon, c'est-à-dire quand vous avez dit on me fait 30 hectares d'urbanisation, ce qui me paraît pas beaucoup,
Quel espace vous a donné la SNCF, vous donne la SNCF pour aménager vraiment un quartier autour de la gare? Parce que quand on voit une fois de plus Avignon ou Valence, on sait que ce sont pas des gares de betteraves, mais enfin, ça n'en est pas loin. Comment voyez-vous ce nouveau quartier pour éviter de tomber dans ces expériences qui sont à la fois utiles mais assez malheureuses du point de vue urbain? Merci. Alors, sur les portes, nous avons déterminé les trajets des habitants. Nous avons vu que dans ces lieux, c'est là que se confrontent les flux. Et c'est là que nous allons essayer de mettre en place notamment des plateformes intermodales avec le TER, avec les trains régionaux et avec les lignes de tramway, avec les lignes de bus. Ça nous permet de réfléchir le plan d'aménagement de mobilité d'une autre façon. Ça nous permet aussi d'envisager la densification d'une autre façon. Votre première question, c'était ? Alors, oui, c'est un vrai investissement. Hein. C'est un vrai investissement, mais il faut savoir que la ville de Montpellier possède une canopée qui est faible pour une ville méditerranéenne. Donc, nous nous sommes dotés de plusieurs actions annuelles qui densifient la trame. Alors, tout à l'heure, on en a parlé, mais là, nous faisons une autre opération que nous avons instillée cette année, 1000 arbres. 1000 arbres, c'est ça, hein, 1000 arbres. Et chaque fois que nous arrachons un arbre, on en plante deux, vous voyez. On a mis en place ce mécanisme. Troisième point, sur la gare de TGV, il y a eu beaucoup de choses écrites et télévisées qui sont fausses. La gare de TGV n'a rien à voir avec la gare de Valence. La gare de TGV de Montpellier, elle est à 5 minutes en vélo de la mairie. 5 minutes à vélo de la mairie. C'est-à-dire que la gare de TGV, j'ai le toit à 150, à 1 km de la mairie. Elle n'est pas du tout dans une zone extramuros. Ouais. Elle est desservie par la ligne 1 de tram et tous les terrains qu'il y a autour, nous en avons la maîtrise foncière, ils appartiennent à la métropole. Donc on peut construire 60 hectares sans problème. Voilà. Mais la gare de TGV a fait l'objet d'une campagne politique de la part du groupe France Insoumise de la région, qui a expliqué que cette gare avait été faite pour rien et dans le désert, que c'était une gare betterave. C'est ni une gare betterave, ni une gare pour rien, puisque l'an prochain, nous aurons 30 TGV par jour, et surtout, les lignes assurent le fret qui vient de l'Espagne. Et je suis désolé, c'est mieux de mettre les camions sur les trains que de les mettre sur l'autoroute. Je voudrais juste compléter un peu la réponse à la première question sur puisque vous êtes inquiet de cet entretien. Enfin, moi, j'ai l'habitude de dire et presque de m'agacer même sur le fait qu'au XXe siècle et au début du XXIe siècle, nous n'avons pas construit en France des espaces publics proportionnés au développement des villes. C'est-à-dire, si on observe ce qui s'est passé au XIXe siècle en France, comme ailleurs, comme aux États-Unis, pensez au parc du XIXe siècle, c'est considérable. Paradoxalement, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, nous construisons très peu de parcs, de surfaces vertes, pour reprendre l'expression, dans nos développements urbains. Et c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que la communication autour du végétal est considérable et la réalité de la construction est très faible. Enfin, interroger tous les confrères urbanistes dans les villes, c'est assez spectaculaire. Alors, ce n'est pas le cas de Montpellier, puisque, effectivement, dans les choses que j'ai montrées, on a planté 25 000 arbres en 25 ans. À Paris, il y a 100 000 arbres. Enfin, il y en avait 97 000, le tramway a un peu complété. Donc, ce sont des quantités, en effet, importantes, mais qui restent très faibles
par rapport au système de parcs du 19e siècle aux États-Unis, on est toujours très faible. Et donc j'apprécie la confiance de Montpellier, puisque vous dites que vous continuez dans cette idée que la canopée est insuffisante. Moi j'ai vraiment le sentiment, étant paysagiste, d'une terrible insuffisance de ce que nous construisons, enfin inversement proportionnel à la communication en général. On s'extasie sur des fermes urbaines dérisoires sur quelques dizaines de mètres carrés, là où, en réalité, les sujets sont à l'échelle de ceux qu'on vient de montrer aujourd'hui. Il y a d'autres questions? Il y a encore 5-10 minutes, si vous... Non? Bon, ben, il reste qu'à vous remercier pour une soirée si précise et si riche. On s'est jamais éloigné du paysage, finalement, j'ai l'impression, à travers cette trame urbaine que vous avez décrite sur 50 ans, et puis sur 30-40 ans à venir, peut-être. Voilà, merci beaucoup. On pourra regarder le film de cette conférence sur notre site, si vous voulez la reprendre. Voilà. Bonne soirée, merci. Au revoir.